Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble le dernier chapitre du module Java 1, programmation en Java. En même temps, on va voir réaliser les interfaces graphiques avec Swing en utilisant bien sûr les... Alors, est-ce que vous arrivez à voir partager l'écran? C'est bon, vous arrivez à voir... Oui, c'est bon. oui. Donc, OK, l'objet du cours d'aujourd'hui, c'est la gestion des fichiers objets en Java, ce qu'on appelle la synchronisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment vous allez stocker des objets stream sur un fichier binaire. Autrement dit, donc vous allez créer des collections d'objets sérialisables que vous allez les enregistrer dans des fichiers et comment vous allez les restituer à partir du fichier. Donc c'est ça l'objet des cours. Donc pour ce faire, on va utiliser l'API Input-Output en utilisant bien sûr les fichiers binaires et non les fichiers texte. Donc voilà la gestion des fichiers objets en Java. Donc c'est quoi la sérialisation? La sérialisation, c'est tout simplement c'est une technique très simple pour sauver, c'est-à-dire sauvegarder des objets dans un fichier. Si j'ai des objets, c'est-à-dire des objets Java. Donc là, je reviens sur c'est-à-dire les classes qu'on va sauvegarder directement ou indirectement doivent implémenter l'interface sérialisable. Ça, c'est très important. Si on veut stocker une collection d'objets, il faut que les objets stockés, il faut qu'ils implémentent l'interface sérialisable. Et comme ça, on peut les sauvegarder dans des fichiers binaires. Donc, comment on va écrire notre classe qui va être stockée dans un fichier binaire? Donc, d'abord, on instancie la classe à sauver. Donc, ma classe S égale à ma classe. Et cette classe, ma classe, il faut qu'elle implémente l'interface sérialisable. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer le fichier d'objet qui héberge l'objet. Donc, on va l'ouvrir en mode output. On écrit file output stream. F est égal à new file output stream. Après, on va définir le nom de fichier binaire dans lequel on va stocker nos objets sérialisables. Après, on va préparer un stream qui va véhiculer les objets sérialisables dans le fichier binaire F, c'est-à-dire le fichier file output stream. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser c'est-à-dire le stream c'est-à-dire de sauvegarde. On va utiliser O.WriteObject S. S, c'est la classe que vous voudrez, c'est-à-dire sauvegarder. Souvent, cette classe, c'est une collection ArrayList ou bien Hash7 ou bien list ou bien hashmap ou bien n'importe. Sauf que les objets qui contiennent cette collection, il faut qu'ils soient des objets sérialisables. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils implémentent l'interface sérialisable. Une fois qu'on sauvegarde notre objet sérialisable sur le fichier, c'est clair, notre fichier sérialisable, c'est-à-dire classe ou bien la collection sérialisable S sur l'objet sérialisable, on fait O.close, on ferme le buffer de stream. Maintenant, pour lire, comment récupérer et restituer votre objet? Donc, normalement, il faut ouvrir l'objet en lecture. Donc, on va faire File, Input, Stream. Et avant de faire ça, il faut d'abord tester est-ce que ce fichier existe déjà dans le support physique, dans votre disque dur. Est-ce qu'il existe? Donc, on va instancier une classe fFile, f égale à new file, qui contient le paramètre file.objet.
Après, on va tester est-ce que ce fichier existe. On met if f.exist. Si oui, alors ouvrir le fichier f, cet objet, en lecture de stream, c'est-à-dire en désérialisation. Et après, on va préparer un stream qui va récupérer les informations stockées dans le fichier f. C'est clair? Et ce stream, c'est f. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire l'object. On va faire read object. Et l'object qu'on va lire, normalement, il est de type MaClass. C'est le même type que vous avez ajouté lors de l'écriture. C'est clair? Après, on ferme le stream. Voilà. Donc, il y a presque deux façons de faire. Premièrement, la sérialisation pour sauvegarder les objets sérialisables dans le fichier binaire. Et désérialisation, c'est pour resituer, récupérer les objets que vous avez stockés dans votre fichier binaire. Donc, pour l'écriture, on utilise write object. Et pour la lecture, on utilise read object. C'est bon? Donc, pour bien comprendre c'est-à-dire ce mécanisme de sérialisation, désérialisation, je vous invite de suivre avec moi une petite application qui va gérer une liste de collection d'un objet. Après, on va essayer de saisir des informations via une interface graphique. Et comme ça, on va fermer notre application. Une fois qu'on ouvre l'application, vous allez voir que tous les objets que vous avez stockés dans la collection, ils sont sauvegardés, maintenus dans le fichier binaire de sérialisation. Et en parallèle, je vais vous montrer comment créer plusieurs interfaces et comment vous allez naviguer entre les interfaces en utilisant le menu interface. Là. Voilà. Voilà, je vais partager avec vous cette interface. Est-ce que vous arrivez à voir l'interface? Bon, vous voyez l'interface NetBeans. Ah bon, oui. Maintenant, oui. Oui. Bon. Oui. Maintenant, c'est bon. Oui. Allez, vas-y. Donc, je vais créer un nouveau projet Java. Voilà. Je vais l'appeler test sérialisation. Voilà. Après, je vais créer deux classes en relation. Des classes simples. Par exemple, je vais créer une classe que je vais l'appeler par exemple un client, un customer. C'est une classe beans. Donc cette classe beans, la première chose, il faut mettre import java.input output en étoile. Et juste après, vous allez mettre implement sérialisable. C'est bon, ça c'est la première des choses. Et juste après, je vais déclarer les attributs. Par exemple, je vais être string code client par exemple, virgule le nom. C'est tout. Deux informations largement suffisantes. Ajouter aussi bon, le nom de client. Après, vous allez créer les getters et les setters. C'est-à-dire, vous allez créer des classes Java Beans. Ajouter les getters et les setters. En même temps, je vais créer le constructeur avec paramètres. Ajouter un constructeur avec paramètres. Donc, on saisit le code, le nom et la ville. Voilà. Maintenant, c'est terminé pour cette classe. Donc, je vais créer une autre classe. On va l'appeler les factures.
payé par ce client. Et quand vous avez une facture, elle est attachée à un client via son code. Donc, je vais créer une classe qui s'appelle par exemple facture. On va faire une liaison entre facture et client. La même chose, puisqu'on va aussi sauvegarder des factures dans le fichier sérialisation. Donc, automatiquement aussi, il va implémenter l'interface sérialisable. Voilà, l'interface sérialisable. C'est bon. Les factures, c'est quoi, comme vous savez? Donc, on va déclarer string code client d'abord. Une commande ou bien une facture, elle est passée par un seul client. Après, je vais déclarer fact, numéro de la facture. Et je vais déclarer date de la facture, la date de la facture, et après je vais déclarer le montant de la facture. C'est bon. Donc je vais importer .utile.date et après je vais créer le constructeur et les getters et les setters. C'est bon. Donc je vais faire un peu vite. Donc je vais créer un constructeur où je vais saisir le numéro de la facture d'abord, le code client, la date de la facture et le montant. Et je valide. Voilà, vous aurez code client, numéro de la facture et le montant. J'ai oublié la date. Donc je vais intercaler. Ça ici, on commence par numéro de la facture, le code, le montant de la facture. Après, je peux ajouter virgule. Date fact. Non, date fact. Après, je vais faire ici. This.date fact. Pardon. Égal. Date facts. Voilà. Après, je vais ajouter les getters et les setters. Voilà, maintenant c'est terminé pour les objets qu'on va sérialiser, qu'on va désérialiser. Donc après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une classe donnée où je vais stocker les informations sous forme de collection. Donc je vais l'appeler classe data. C'est une classe d'abstraction qui va avoir uniquement un objet statique de type onRealist. On va l'appeler data égal à onRealist. Et ça, on va utiliser une collection standard qui va héberger tout type de collection, tout type d'objet. C'est pas générique, mais donc cette classe, cet objet data, il va stocker les factures et les clients. C'est-à-dire c'est un mélange, c'est une collection hétérogène qui contient des objets clients et factures. Donc pour parcourir ce data, si vous voudrez accéder au client, il faut vérifier est-ce que c'est une instance de client ou bien c'est une instance de facture pour spécifier est-ce qu'il s'agit de traiter une facture ou bien un client. Donc, on va voir ça dans l'application Swing. C'est clair? Est-ce que vous suivez? C'est clair? Oui, monsieur, oui. Donc, à votre avis, pourquoi j'ai déclaré cet objet data statique? Ou bien cette variable data statique? Parce qu'on va l'utiliser encore dans le main. Parce que vous allez l'utiliser dans plusieurs interfaces. Donc, on va créer une interface pour gérer les clients, une autre interface pour gérer les factures, une autre interface
pour afficher la liste des clients, pour faire afficher la liste des factures, pour faire les recherches, et ainsi de suite. On va créer plusieurs, c'est-à-dire interfaces frame, plusieurs interfaces internes. On va les créer dans un seul interface principale, c'est le menu principal. C'est clair? C'est pour cela que j'ai déclaré data comme statique, c'est-à-dire c'est une variable de classe, n'est pas variable d'objet. C'est bon? Oui, C'est clair? oui, c'est clair. Ouais, monsieur. Alors maintenant, je vais créer ma première classe JFrame. JFrame, c'est pas Internet Frame, JFrame. Je vais l'appeler euh, application, application ou bien menu général. Je peux appeler menu, pardon, tiré 8 général. Le menu général. C'est clair? Voilà. Donc, si vous vous rappelez bien la dernière séance, je vous ai dit que lorsque vous utilisez des interfaces graphiques avec des conteneurs, soit Panel, soit Desktop Pan, soit JFrame, soit Internet Frame, n'importe, la première chose, il faut que la gestion de disposition des objets, il faut qu'il y aura un layout nul. Donc, la première chose, vous cliquez sur le bouton droit. Ça, c'est une recommandation. C'est clair? Sur tous les conteneurs, JPanel, TargetPan, les Internet Frame, les formes dialogue, n'importe quel conteneur, il faut mettre bouton droit. Vous mettez set layout et vous mettez nul. Pourquoi? Parce que tout simplement, les modèles de disposition des objets, ils sont divers. C'est clair? Il y a absolute layout, il y a border layout pour avoir les borders, c'est-à-dire le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre, c'est clair? Ou bien top, medium, left, right, bottom, c'est clair? Ou bien vous utilisez des cartes, c'est-à-dire des grilles, ou bien flow layout, ou bien. Donc c'est mieux que vous utilisez null layout, et comme ça vous pouvez insérer tranquillement, sans contrainte, les objets sur votre interface. Voilà, dans cette interface, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un menu. Donc vous allez aller au swing menu. Je vais ajouter un menu bar. C'est clair? Donc un menu ici, je vais mettre un menu à l'intérieur ici. Mettre un menu. Pardon, un menu bar d'abord. Pardon. Je vais ajouter un menu bar. Et après, je vais créer des menus. C'est clair? Donc le menu bar, après je vais modifier ça, je vais mettre ici, je peux mettre file, je peux mettre ici bouton droit, et après vous mettez ajouter un menu item. Après je vais ajouter un autre menu item. Je peux ajouter ici, bon, je peux ajouter aussi ajouter un menu item, un autre menu item. Donc celui-là, je vais le renommer, le texte, je vais mettre ici client, celle-là, bouton droit, edit texte, je vais mettre ici facture, c'est clair. Edit, je peux mettre ici aussi mise à jour client, et ça je vais mettre ici mise à jour facture, mise à jour facture. Bon, je peux ajouter ici un autre menu et je vais l'appeler consultation. Donc consultation, et dans ce menu je vais ajouter des menus items. Je vais l'appeler la consultation pour les clients. Donc je vais mettre ici liste des clients. Et la même chose, je vais ajouter un autre menu item. Je vais l'appeler liste des factures. C'est bon. Voilà, vous avez un menu
Edit pour modification, consultation. Je peux ajouter un autre menu, je peux l'appeler quitter. C'est bon. Voilà, maintenant, c'est quoi client, facture, tout ça. Donc, je vais préparer des GInterneFrame, c'est clair? Un GInterneFrame pour afficher la fiche du client, un autre GInterneFrame pour afficher la liste des factures, c'est clair? Pour afficher la fiche des factures, un autre GInterneFrame pour faire la mise à jour, ainsi de suite. C'est bon. Donc, une fois terminé, je vais laisser ça comme ça. Je vais maintenant préparer mes InterneFrames, c'est-à-dire les InterneFrames qui vont être ici dans le desktop. Donc, avant de faire ça, je vais ajouter un conteneur qui va contenir des GInterneFrame, ce qu'on appelle desktop pane. Donc, je vais mettre un desktop pane ici. C'est cette interface, ou bien ce panel que vous voyez en noir. C'est là où je vais mettre, c'est là où je vais mettre les GInterneFrame. Donc, je vais changer la couleur de l'arrière-plan. Je vais mettre ici une autre couleur douce. Donc, je vais mettre rose, par exemple. Voilà, comme ça. C'est clair? Voilà. Ça, c'est le design. Maintenant, je vais passer à créer des interfaces GInterneFrame. On va commencer d'abord par le client. Donc, je vais créer, c'est pas GFrame, mais il faut choisir GInterneFrame. Donc, vous allez choisir ici GInterneFrame. Vous mettez swing, donc interface user graphique, ou bien graphique interface users. Vous choisissez GInterneFrame. Vous mettez suivant, on va l'appeler F client. C'est bon, vous l'appelez F client. Je fais terminer. La même chose ce jeu InterneFrame aussi, vous allez mettre set layout, vous mettez nul layout. Et c'est là où je vais ajouter les composants de client. Donc les composants de client, c'est quoi? Vous avez le code et vous avez le nom et la ville. Donc je vais changer ici, je vais mettre ici code client. Donc je vais effacer ce texte. Faire copier-coller pour gagner du temps. CTRL-C, CTRL-V. Un autre CTRL-V. Et je vais changer les étiquettes. Ici, je vais mettre ici le nom client. Et ici, je vais mettre ici la ville. Voilà. Pourquoi? Parce que la classe client, il contient 3 attributs. Le code, le nom et la ville. Je vais renommer ces en texte. Change variable même, je vais l'appeler txt code client. Cette zone texte, je vais la renommer avec txt le nom. Et ça, je vais la renommer avec txt ville. C'est bon. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais ajouter uniquement un bouton pour faire l'ajout. C'est tout. Donc, pour mettre toutes les opérations CRUD, c'est-à-dire insérer, ajouter, supprimer, modifier, tout ça. Mais moi, j'ai fait ça exprès. Pourquoi? Parce que dans le menu, je veux vérifier les interfaces. Ici, dans ce lien, c'est-à-dire ce menu item, je vais appeler, c'est-à-dire cette interface. Dans le deuxième menu item, je vais appeler notre interface comme celui-là, mais avec la fiche facture, c'est clair. Et pour ce menu Edit consultation, je vais afficher la liste des clients sur un GTable. Et d'ici pour faire la suppression